Les critiques négatives sur Fear and Hunger sur Steam étaient souvent soit de la désinformation, soit des absurdités totales. Et un reproche qui revenait souvent était cet RNG. On va essayer d'analyser ensemble l'un des mécanismes les plus controversés du jeu, les flips. Dans Fear and Hunger, laissez-moi bien sûr vous rappeler ce qui est évident. Si vous connaissez pas Fear and Hunger, il y a plusieurs occasions où le jeu vous proposera de choisir entre pile ou face, et en fonction du résultat, différentes choses peuvent se produire. Maintenant, c'est l'un des aspects les plus controversés du jeu aux nouveaux joueurs. C'est pourquoi vous devez vous demander. On va faire un petit exemple. Imaginez cette situation, ok, avec un Timmy. Il vient de commencer Fear and Hunger, c'est son premier tour, plein d'attentes, plein de curiosité. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est qu'il trouve une abomination faite en enfer. Un choix apparaît à l'écran. Puis, il est brutalement assassiné. Je pense que chacun d'entre vous conviendra que la principale réaction d'un Timmy est à ce moment-là quelque chose de similaire à désinstaller le jeu et ne plus jamais jouer. Il est clair que si vous restez à la surface, que ce qui vient de se passer, c'est complètement absurde. Vous avez littéralement perdu une course à cause d'un tirage au sort. Vous avez perdu une run exclusivement à cause de la RNG. Quelque chose qui ne dépend pas de vous, et ne vous méprenez pas. Si vous revenez en arrière et regardez ma toute première course à l'aveugle sur Fear and Hunger, moi aussi, j'ai eu un truc à peu près similaire avec un tirage au sort. Ce qui se passe, c'est que c'est un instant kill. Et c'est malheureusement ce qui fait que la majorité des nouveaux joueurs supposent automatiquement, et à fort titre, à raison, que le combat est basé sur la RNG. Le combat est purement basé sur la chance. Vous ne pouvez rien faire à ce sujet, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Cela ne s'applique pas uniquement à la bataille, cela s'applique à toutes les situations où les tirages au sort sont impliqués. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il n'est pas rare de trouver des gens qui n'aiment pas du tout le jeu uniquement à cause de cette toute petite pièce. Et je vais discuter avec vous de 3 scénarios différents que je classe pour le tirage au sort. Alors peut-être que je pourrais vous en proposer un différent par perspective. Commençons par les attaques par pile ou face. La façon dont elle fonctionne est très simple. La façon dont elle fonctionne est très simple avec certains tours spécifiques, généralement à la fin du 2e tour. Mais après cela, à la fin de tous les 3 tours, l'adversaire utilisera une attaque pile ou face contre vous. Si vous frappez correctement, rien ne se passe si vous avez bien fait le bon pile ou le bon face, mais si vous échouez, vous allez être détruit par un mouvement spécial. Cela peut entraîner de très lourds dégâts ou simplement une mort instantanée avec souvent une petite cinématique un peu secrète avec. Ce n'est pas absolument basé sur la RNG. Il existe plusieurs façons de les gérer. Certaines d'entre elles sont communiquées aux joueurs depuis le jeu lui-même, mais commençons par mentionner Monsieur Seymour. Il est au sous-sol, dans une zone facilement accessible, et vous devez, si vous êtes sur cette chaîne, très probablement voir qui est Sir Seymour, et voir de quoi je parle. En allant à gauche, au départ, il n'est pas impossible de l'atteindre, car la majorité des adversaires dans cette zone sont très lents. Mais, attendez, je suis passé par l'entrée principale. Comment étais-je censé rencontrer Sir Seymour? Le sous-sol est relié à l'entrée principale dans la cour par un puits. Et puis, dans ce cas, vous ne voulez pas risquer de sauter à l'intérieur du puits. Vous pourrez toujours l'atteindre à travers les prisons. Mais pourquoi est-il si important? Vous pouvez lui demander diverses choses, y compris des conseils de survie. Non seulement il vous expliquera que détruire les jambes de l'adversaire sera fondamental pour pouvoir attaquer, la tête aussi, mais il dit une phrase très importante à chaque fois que vous avez un mauvais pressentiment, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est un gros indice sur le fait que si vous gardez avec le personnage principal au même tour où l'adversaire fait une pièce attaque par retournement, vous pourrez atteindre en toute sécurité le prochain tour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous utilisez garde, donc vous pouvez faire attaque, skill ou fuite. Si vous utilisez garde, et bah là il y a de très fortes chances que il n'y ait pas de lancer de pièces, rien, sauf dans un cas particulier où il y a un bug qui est toujours pas corrigé. Mais il y a très fortes chances qu'il n'ait pas de lancer de pièces. Parlons-en. Laissez-moi vous défendre cette phrase. Bien sûr, ce n'est pas immédiatement lié à l'attaque pile ou face, mais c'est pas exagéré de dire que cela a quand même un rapport. Pensez-y, les principaux ennemis que vous voyez au premier étage utilisent ces lancers de pièces. C'est des gardes, et si vous n'avez pas de chance, les gardes d'élite, leur attaque à pile ou face inflige beaucoup de dégâts. C'est pas un meurtre instantané, mais il n'est pas trop inhabituel de penser que si vous gardez, vous pourrez réduire les dégâts en utilisant garde, vous pourrez réduire les dégâts que vous subissez de cette attaque. Et ensuite, j'ai découvert une surprise dans le processus. Je le sais parce que c'est littéralement la façon dont j'ai découvert comment protéger les attaques par pile ou face. Mais d'abord, je pense que la majorité d'entre vous pense toujours que je contourne un peu le sujet.
Laissez-moi aborder le point suivant à chaque fois. Un adversaire attaque ou fait quelque chose. La partie du corps responsable de l'attaque clignotera sur l'écran. Et si vous avez plus d'une cellule cérébrale, cela signifie qu'elle est responsable de l'attaque. Un exemple, le bras couperet du garde brille, puis le piratage d'attaque est utilisé. Qu'est-ce que cela peut signifier? Bien sûr, cela signifie que le bras fendu est la partie du corps qui effectue l'attaque. En suivant ce raisonnement, lorsque l'autre bras brille, le garde fait un pas de plus, puis il y a le tirage au sort. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous détruisez l'autre bras, il n'y a plus de tirage au sort. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas le moyen le plus optimal de gagner, car sans arme, le garde utilisera toujours un tacle qui fait pas mal de dégâts. Mais c'est toujours un moyen de se débarrasser de cette attaque par tirage au sort. Elle n'est pas trop difficile à comprendre. Supposons, pendant une seconde, que vous n'êtes pas capable de le lire. Supposons que vous n'êtes pas capable de voir ce que CSM vous dit. Vous êtes toujours capable de comprendre que si une partie brille, c'est parce qu'elle est responsable d'une attaque. Vous avez donc toujours un moyen de vaincre vos adversaires. Peut-être pas la manière la plus sexy, mais en tout cas, peut-être pas la meilleure façon, mais toujours un moyen de progresser et d'obtenir plus de membres et d'objets pour votre groupe, pour affronter les adversaires que vous connaissez un peu plus puissants. La bataille devient beaucoup plus simple. Vous pouvez éliminer plusieurs parties du corps par tour ou simplement essayer 2 fois d'éliminer la même partie du corps au cas où vous auriez peur de manquer une attaque. Êtes-vous convaincu? Pas forcément, je vais vous apporter mon dernier tour, mon dernier petit tour qui est caché dans ma manche, au cas où vous ne comprendriez toujours pas. Il y a une autre chose qui vient. Dans l'embrayage, pour ne pas réduire cela à un 50-50, ces pièces chanceuses. Les pièces chanceuses vous permettent de lancer 2 pièces à la fois en maintenant la touche mage enfoncée, tout en sélectionnant pile ou face. Et je mentionne cela parce que je ne sais pas pourquoi certaines personnes n'ont pas compris comment utiliser les pièces porte-bonheur. C'est littéralement écrit dans la description, comme de l'article, comme si cette vidéo a un sens. Je leur dis que vous pouvez lire ce que dit Serre, mais ils ne le lisent même pas. La description de l'article que vous commencez avec une run, 2 pièces porte-bonheur, et elles peuvent être utilisées dans la majorité des lancers de pièces. Il y a quelques petites exceptions, telles que la nécromancie, mais ce n'est pas le plus pertinent à l'heure actuelle. Avec une pièce porte-bonheur, la chance d'être touché par une attaque de tirage au sort devient seulement de 25%, ce qui n'est pas incroyablement fantastique, mais avez-vous réalisé que nous en sommes arrivés à recourir à cela après tout ce que j'ai déjà mentionné? Vous n'avez pas encore compris comment protéger les lancers de pièces, et bah comprenez qu'entre la partie brillante qui est responsable de l'attaque et les pièces chanceuses, alors oui, nous sommes arrivés enfin à une situation de 50-50, 50% de chance de gagner, 50% de chance de perdre. Ce que j'essaye de dire, c'est que le tirage au sort n'est pas que là pour vous endommager, c'est un dernier recours dans le cas où vous ne vous êtes pas protégé. Imaginez la même situation, mais les attaques de l'adversaire vous infligeront toujours de gros dégâts ou vous tueront instantanément sans lancer de pièces. C'est presque la même situation que celle que vous avez actuellement. Quelle est la différence? Vous avez une chance de moins de vous sauver au cas où vous vous rateriez dans le jeu. Vous avez entre les mains tous les outils possibles pour gagner. Vous savez. Vous savez pourquoi cela me fait un peu rire, car j'ai appelé littéralement le jeu Fear and Hunger plusieurs fois et plusieurs personnes le considèrent comme un des jeux les plus difficiles jamais créés ou quelque chose de similaire avec lequel je suis complètement en désaccord. C'est en fait un jeu qui vous donne tous les outils possibles pour faire face à l'adversité. Et oui, c'est tout ce que j'avais à dire sur les attaques par tirage au sort. Passons au sujet suivant, la sauvegarde par tirage au sort. C'est un tirage au sort 50-50 qui pensait que c'était une bonne idée, oh mon dieu. La bonne vieille économie. Allons dans la majorité des lits du donjon, essayer de dormir entraînera un tirage au sort. Si vous frappez correctement, vous pourrez sauvegarder. Mais si vous vous trompez dans le tirage au sort, un ennemi de la zone actuelle apparaîtra à l'intérieur de la pièce. Et oui, ça c'est un grand classique de Fear and Hunger. Est-ce que c'est injuste? Eh oui, c'est un peu injuste. Mais si c'était le cas, je ferais pas cette vidéo. Commençons par la prémisse la plus simple. Un ennemi présent dans la zone actuelle apparaîtra à l'intérieur de la pièce dans laquelle vous vous glissez. Et si vous avez joué à Fear and Hunger pendant plus de 10 minutes, vous savez que les ennemis ne réapparaissent pas après avoir été tués. L'adversaire est parti pour toujours. Un nombre limité d'adversaires circulant dans le donjon. Le jeu veut que vous appreniez à gérer les ennemis et votre récompense est non seulement de pouvoir explorer de manière plus sûre, mais également de pouvoir utiliser cette zone comme un endroit sûr et sans pénalité, à défaut du tirage au sort. Mais pour comprendre tous ces ennemis, cela peut prendre un temps incroyablement long. Commençons par analyser le plus simple, le niveau de surface, les 2 zones principales avec des lits que je vais considérer comme la chambre de torture et la prison.
Les ennemis qui peuvent entrer dans votre chambre de torture sont les gardes et torture. Dans la prison, à la place, vous avez les gardes de temps en temps, le garde balise et les petits caves, des petits ennemis un peu moches. Et oui, sans rien savoir d'eux, les gardes et les gardes balistes sont sans doute ceux qui peuvent effrayer la plupart des nouveaux joueurs. Mais ils ne sont pas toujours que deux ennemis à comprendre. Mais bon, qu'en est-il du garde d'élite, dans lequel il peut apparaître ici, et cela m'amène au point suivant. Il y a un ennemi qui peut apparaître à deux endroits. Le garde d'élite, qui est extrêmement fort, surtout si vous êtes un nouveau joueur, à moins que vous soyez bien préparé ou chanceux, vous risquez de mourir contre cet adversaire. Mais il y a un piège, un niveau à la surface. Une seule élite, le garde peut apparaître au début d'une run, il apparaîtra aléatoirement soit dans le sous-sol des prisons, soit dans la chambre de torture. Je suppose que vous pouvez imaginer ce que je vais vous dire. S'il apparaît dans la prison, tournez-vous, essayez de nettoyer la torture chambre, et s'il apparaît dans la chambre de torture, nettoyez simplement les prisons. Vous savez, l'essentiel de ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il suffit de tuer les gardes et les gardes balistes également. Je pense que je devrais clarifier cela parce que je suis sûr que certaines personnes vont en parler. Après avoir nettoyé toute la zone, vous allez toujours avoir le tirage au sort dans certaines pièces. Certaines personnes se plaignent que le tirage au sort ne devrait pas avoir lieu, surtout une fois que vous avez nettoyé tout le sol. Et je pourrais être d'accord avec ça, mais vous savez pourquoi cela se produit? Et ouais, c'est un bug, dans certaines mises en page. Cela fonctionne toujours dans d'autres à cause de certaines complications. Je veux pas vous ennuyer avec. Donc je suppose ici que nous pouvons convenir que le jeu est buggé. Ce que je partage absolument avec vous. Mais c'est pas très grave. Et avec tout cela, je peux encore avoir des problèmes. Avec la pièce chanceuse de l'adversaire, littéralement comme dans le cas précédent, 75% de chance en plus. Et dans le pire des cas, vous utilisez le fichier de sauvegarde garanti au sous-sol au début du jeu. Je dis que la majorité des lits ont un pile ou face, c'est parce que deux d'entre eux ont des propriétés particulières. Celui dans la tour du fond, tu sais ce qui passe, et celui dans le sous-sol, qui donne un fichier de sauvegarde gratuit sans tirage au sort. Chaque fois que j'essaye d'expliquer des choses comme celle-ci, souvent les gens me disent comment je suis censé connaître ce genre de choses, et des erreurs aussi simples sur laquelle la façon du jeu est structurée. Les essais et les erreurs ne sont pas une possibilité que vous puissiez, afin de pouvoir s'appuyer finalement sur ces essais et ces erreurs. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et le nom du jeu, c'est Fear and Hunger. C'est des essais et des erreurs. Rassembler des ressources en expérimentant les différents scénarios, descendant de plus en plus pour trouver de nombreux trésors ou des abominations. Autant des fois, il y a plein de trucs qui sont vraiment tirés par les cheveux dans les jeux vidéo et qui peuvent être compliqués à trouver. Mais là, honnêtement, moi, le seul lit dans lequel on pouvait sauvegarder, j'ai réussi vraiment à le trouver tout seul. J'ai pas eu besoin de guide pour ça. Je mentionne toujours que des choses qui se produisent en surface. Je pense pas vraiment qu'il soit nécessaire de passer autant d'heures dans le jeu pour avoir cette connaissance. Mais bien sûr, si vous jouez pendant 20 minutes et que vous abandonnez, c'est compréhensible. La fin de la deuxième partie est qu'il existe plusieurs façons de créer un endroit sûr et garanti. Le tirage au sort et un dernier recours au cas où vous ne vous occuperiez pas des ennemis. Et avec cela, je pense qu'on peut clôturer la deuxième partie et commencer enfin la troisième. Et dernière partie. Vous savez, je commence à avoir un peu peur pour cette vidéo, parce que beaucoup de gens considèrent comme un gardien de Fear and Hunger, alors beaucoup de gens considèrent Frappolo 9.4 comme un gardien de Fear and Hunger, et maintenant on est ici pour défendre la mécanique la plus controversée du jeu. Mais quoi qu'il en soit, je veux absolument entendre votre avis à votre sujet. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si la vidéo vous plaît, et à aller bien sûr regarder tout ce que propose Frappolo 9.4. S'il y a une vidéo vraiment qui vous plaît, n'hésitez pas à me demander une traduction en commentaire. Quoi qu'il en soit, passons au sujet final. Cela devrait être le plus simple, les coffres. Non seulement les coffres techniquement, mais il y a aussi certaines étagères qui sont aussi présentes. Il y a des supports d'armure, mais pour la simplicité, on va juste dire les coffres. Si vous interagissez avec un coffre, vous obtiendrez un tirage au sort correct. Et vous obtiendrez un très bon objet qui frappe correctement. Et différentes choses se produiront sur les étagères. Vous n'obtiendrez rien, ou vous n'aurez pas la faim, ou vous serez battu par une souris. Parfois la table d'armes et l'armure ne tiennent rien du tout. Et dans les coffres, vous obtiendrez un objet pire provenant d'un pool d'objets pires qui a encore plus de chances de vous donner un mauvais pool. J'aime ce tirage au sort en particulier et je vais vous expliquer pourquoi. Laissez-moi immédiatement commencer par une question simple. Est-ce différent ? D'après ce que vous avez fait depuis le début du jeu et le début de la course, vous avez pillé tous les caisses, tous les barils qui vous donnent des objets aléatoires. Et il y a une chance aléatoire de vous donner un objet de la terre. Il y a une chance aléatoire de vous donner un parchemin vide. Y a-t-il même une différence avec les coffres? Techniquement, un petit peu. Les probabilités, en fait, sont différentes. Mais la principale différence est que lorsque vous lancez la pièce, vous êtes celui qui clique sur le bouton pour faire rouler l'objet que vous obtiendrez. Vous êtes la cause de votre réussite.
ou de votre échec. La seule présence du coin flip n'est pas là pour insérer des nouveaux éléments dans le mix du hasard, il est déjà largement présent le hasard avec le pool d'objets. Il est là uniquement pour vous faire sentir mal dans votre choix. Le jeu sait déjà si vous allez gagner ou perdre avant même de lancer la pièce. Si le jeu était responsable de faire ce lancer de pièce sans vous le montrer, sans vous obliger à choisir pile ou face, serait-ce différent de n'importe quelle autre caisse? Non. La seule chose qui change, c'est que maintenant tu dois te sentir mal dans ta peau. Tu es le problème, tu as fait face au lieu de faire pile. Pourquoi t'as pas choisi l'autre option? Est-ce que t'as raté quelque chose d'incroyable? Le seul sentiment que cela provoque est terrible et vraiment pas facile à digérer. Et je veux dire que c'est ces mauvaises critiques mais qui font des fois un bon jeu en fait. Il est clair que certaines personnes ont agi de manière impulsive. Et c'est pas la seule chose que je dois dire. Le jeu contient également de nombreux objets garantis qui peuvent vous aider tout le long du jeu, dès le début et dans les dernières étapes du jeu. Il y a plusieurs très bonnes armes. Vous pouvez obtenir beaucoup de pierres d'âme pour acquérir des compétences depuis l'Exen, mais encore une fois, restons au niveau de la surface. Les prêtres abandonnent l'accès garanti à l'Exen et une âme, une pierre, peut vous faire commencer à acquérir votre première compétence sur la table. Et ensuite, la clé pour recruter la jeune fille, il y a le poignard dans le jardin pour justement qu'elle puisse se défendre. Moonless à recruter, donc il y a quand même pas mal de choses à faire qui sont assez faciles. Les pièces du puzzle sont assez faciles aussi à placer. Tout le reste, vous pouvez le trouver et vous obtenez un très bon jeu, même s'il y a forcément du hasard qui est là, mais le hasard est plus là pour rendre le jeu, pour être bénéfique au jeu, même si vous n'avez peut-être plus 50% de chance d'obtenir un mauvais objet, vous avez 50% de chance d'améliorer votre run. Donc étant donné que cela vous donne la possibilité d'utiliser vos pièces chanceuses pour augmenter vos chances, même dans ce cas, encore une fois, dans ce jeu, la connaissance est l'arme la plus puissante que vous ayez à l'intérieur de ce donjon. Peu importe à quel point la situation est grave avec vos tirages au sort, car une personne éclairée battra toujours un singe, même si le singe a une grande collection d'objets, s'il ne sait pas les utiliser. Ce qui est fait, c'est ce qui compte, c'est ce que vous faites avec et ce que vous n'avez pas toujours convaincu. C'était pas très clair, mais vous pouvez simplement, vous savez, sauvegarder l'arnaque, les lancers de pièces. Moi, j'aime pas forcément le faire, mais beaucoup de gens, je me suis même pas servi quasiment, moi, des pièces chanceuses sur téléphone, mais c'est vrai que c'est très intéressant, c'est une mécanique qui est vraiment cool. Pour aujourd'hui, ce sera ce que vous faites. Ce que vous faites, faites ce que vous pensez. Faites-moi savoir si ces 3 points sont d'accord, sont bien déjà. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces 3 points? Je suis très curieux d'entendre toutes vos opinions sur Fear and Hunger, sur cette mécanique. Faites-moi aussi savoir si vous voulez que je sorte un dernier épisode d'un guide, de quelque chose en particulier. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, ça fait très plaisir. Merci à tous. N'hésitez pas à aller checker la vidéo de Frappolo 94 et à aller checker tous les autres guides sur ma chaîne. Force à tous, à très vite.